Sommes-nous en train d'assister à un SAC-Clic 2.0? Le réseau de la santé souhaite à son tour. En fait, c'est un projet qui date de quelques années, en fait, là, mais bon, c'est en cours, c'est pas terminé. Et là, on apprend que possiblement qu'il y aurait des paramètres qui ressembleraient là, au projet CASA qui avait eu lieu à la SAAQ. Le projet, évidemment, c'est un logiciel là, qui va permettre de gérer les horaires, la paye, etc. J'en parle avec Steve Waterhouse, qui est évidemment un expert en cybersécurité assez connu, là, puis je voulais aller au fond de l'affaire. Bonjour, bienvenue à l'émission, M. Waterhouse. Le ministre de la cybersécurité du numérique veut mettre un terme au projet Santé Québec qui était supposé être indépendant de son côté, dit qu'ils veulent continuer. Comment est-ce qu'on doit lire cette situation? Qui a raison, ultimement? On doit lire que la suite du projet de loi 38 que le ministère a lancé puis qui a été sanctionné en début décembre 2023, c'est un drapeau rouge, enfin, qui est levé avant que le pire arrive, comme on a vu et qu'on constate avec la commission Galland, avec sa clique. Et de cette façon-là, malgré que ce projet de loi-là n'est qu'informatif, il n'est pas autoritaire. Rappelez-nous le projet de loi 38 là, pour... Ben, c'est en gros, donne les pouvoirs justement au MCN. Tout projet de système d'information, donc de projet informationnel, permettrait à ce moment-là justement d'aller donner son avis, être autrement dit le ministère où il y a et où ils disent leur expertise face à n'importe quel projet de tous les ministères et organismes. Et si ça serait plus autoritaire, ben, ils pourraient dire oui ou non, le projet avance. Ce qui n'est pas le cas. Là. Non, exact. On se rend pas jusque-là. Ça, je dis, c'est juste un drapeau qui lève. Et dans cette levée de drapeau-là, ben, ça va permettre justement de faire le point. Donc, la première étape a été justement, ben, votre projet, il est trop gros, ça coûte trop cher. Là, ils ont coupé la partie ressources humaines. Ils vont ils l'ont streamliné, comme on dit en bon français. Ouais. Et après ça, donc, vont peut-être l'amener à maturité plus rapidement ou de façon plus efficace. Maintenant, on entend parler de chiffres là, qui amènent le projet à continuer, malgré qu'il ne fait rien présentement. Il y a des dépenses qui se continuent, comptabilisent à chaque mois. Fait que c'est de cette façon-là que les conversations devraient s'accentuer au Conseil des ministres et éventuellement, ben, ça devrait être quelqu'un comme le premier ministre qui va mettre le coup près là-dedans puis il va décider d'un côté ou de l'autre où ça va. Ouais. Plutôt à l'émission, Gaëtan Barrette était avec nous. Bon, il connaît bien le domaine de la santé, peut-être un peu moins l'informatique. On dirait que vous êtes comme les deux. Vous feriez un bon complément. Peut-être que vous feriez une agence informatique ensemble, mais blague à part, il nous disait, c'est l'équivalent là, actuellement, ce qu'on voit avec Santé Québec, avec ce dossier, le CIFAR, là, le nom de code qu'on lui donne. C'est comme si on avait commencé à construire une maison, qu'on avait constaté que l'entrepreneur général qu'on avait choisi n'était peut-être pas le meilleur, il coûtait bien cher, mais là, il faut comme fermer la maison avant l'hiver. Est-ce que c'est une analogie qui tient la route? Oui, c'est une bonne analogie, justement, pour être capable de comprendre que il y a une mauvaise évaluation initiale qui a été faite. Et dans cette mauvaise évaluation-là, c'est de comprendre, bien, surtout énumérer la portée et surtout définir comment qu'on va s'y rendre et quand. Et c'est ça qui manque présentement dans toute administration publique. J'inclus le municipal, le fédéral. Fédéral, on a eu beaucoup d'exemples, dont le dernier est Phoenix. Et c'est de cette façon-là qu'en l'absence d'une expertise, j'en suis la preuve, là, je l'ai amené l'expertise et l'expérience, puis ils n'ont pas voulu l'apprendre, ils n'ont pas voulu... juste pour ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins, vous êtes un ancien du ministère de la cybersécurité et du numérique. Au tout début, au lancement du MCN, bien, j'en étais le premier sous-ministre adjoint à la cybersécurité du Québec et à la sécurité de l'information gouvernementale. Et ça, comment dire, la mayonnaise n'a pas pris... Ben, il y en a qui ne l'ont pas aimé, la façon que je l'ai préparé. Mettons ça comme ça. Hein? Et ça a donné que, justement, je peux en témoigner aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'expertise en place. Puis à titre d'exemple, ben, c'est quand que le donneur d'ouvrage, qui est le gouvernement, ben, là, parle avec les externes, les consultants externes, les firmes, ben, eux sont capables de les ensevelir de toutes sortes de jargons techniques et ne sont pas, eux, capable de l'interpréter adéquatement pour être en mesure de dire « Wow, attends une minute, tu me remplis, là, retourne à la table de dessin, on va reprendre tout ça. » Simplifier ça. Puis on entend parler avec le transport aussi, le ministère des Transports, avec toute l'ingénierie qui a disparu à travers les années. Fait que la même chose, le même phénomène se produit aussi avec les projets informatiques. Fait que quand on revient à notre question, est-ce qu'on peut remettre l'autorité, donc, au MCN de dire oui ou non à tout projet informatique? Moi, je trouve que ça serait une bonne idée, mais encore là, il faudrait qu'il y ait de l'expertise en place pour être capable de dire ça marche. Ce qui n'est pas le cas. Je dois avouer que moi, j'étais un peu découragé quand je vois ces affaires-là, puis découragé pour plusieurs raisons, mais j'ai moi-même, quand je suis pas en onde, là, je suis moi-même un consultant, là, puis je vois toujours ces espèces de grosses firmes, là, puis bon, LGS en est une, mais il y en a d'autres. Là. Ils ont comme percé le mystère de faire des affaires
avec le gouvernement. Puis là, tu commences avec un petit contrat. Puis là, tu fais des addenda. Puis nanana. Puis là, tu changes les taux horaires. Puis tu sais, moi, là, je n'ai eu quelques contrats avec les gouvernements. Tu sais, c'était 10 000 $, je t'ai payé ce montant-là. Puis ça finit, oui. Là, c'est comme... J'ai l'impression que le gouvernement met le doigt dans l'engrenage de ces machines-là. Puis, tu sais, on l'a vu avec sa clique. Là, les taux horaires pour le même gars passent de 80 à 300 $. Puis, tu sais, les budgets initiaux, c'est 100 millions. Là, c'est comme... Moi, j'ai jamais percé ce mystère-là. Mais, puis, encore une fois, pour avoir quand même été consultant longtemps, c'est pas de la fraude, mais c'est comme il joue un peu sur la ligne contractuelle de ce qui est permis puis pas permis. Puis évidemment, ça fait des projets où ils finissent par empocher des sommes astronomiques pour pas de livrables. Puis c'est ça où je suis un peu... Je sais pas comment dire. Y a-t-il une solution à ça, Steve Waterhouse, pour comme arrêter cette espèce de bar ouvert auquel... Oui. Ouais. Il y a des solutions. Il faudrait commencer par changer cette culture-là. En partant, il n'y a pas d'imputabilité. Fait que là, à toutes les fois qu'il arrive un dépassement, surtout par ces grosses boîtes-là, parce que je suis d'avis avec toi, Francis, là, que lorsqu'on est un consultant indépendant ou de petite amplitude, mais qu'à ce moment-là, on respecte les règles puis on joue serré. Oui, puis on gagne l'appel d'offres, puis on est payé le montant qu'on a mis sur le papier. Les règlements sont suivis. Là. Tout le monde est content, soit dit en passant. C'est ça. Mais quand les grands, eux autres, c'est qu'ils peuvent se permettre du lobbying à travers de ça. Ils peuvent se permettre aussi une armée d'avocats qui vont venir à ce moment-là faire quoi que ce soit de manipulation pour le contrat, les montants, etc. Fait que, ceci dit, il faut changer la façon de faire, il faut changer l'approche, mais surtout la façon de le gérer. Gérer les projets, là, c'est pas comme il y a 40 ans. Un projet informatique qui est fait en 10 ans, désolé, mais après 5 ans, il est déjà sur la pente descendante de la désuétude. Peuvent pas gérer un projet de cette façon-là en informatique en 2025. C'est impensable. Ben oui, mais c'est Gaétan qui me parlait tout à l'heure du parc informatique, là, du hardware, là, des ordinateurs, des serveurs. Et il me disait, au moins au CHUM, c'est dernier cri, l'hôpital a été fini en 2018. Je suis comme, moi, je sais pas si j'ai des appareils électroniques de 2018 à la maison, mais je dirais pas que c'est dernier cri, en tout cas. C'est quand même assez hallucinant, là, la désuétude. Oui. Dans l'ensemble de ces services-là. Et donc, est-ce qu'on peut espérer, Steve Waterhouse, à un moment donné, qu'on trouve comme la clé de voûte puis qu'on se dote au Québec d'une véritable compétence puis de véritables services, ou est-ce qu'on est voué à comme répéter des sacs-clics là, pendant encore une décennie avant de trouver le poteau rose? Francis, tant qu'il n'y a pas de conséquences, des mauvaises gestions comme ça va se poursuivre ad vitam aeternam. Ça, c'est clair. Fait que de cette manière-là, on n'a toujours pas vu personne qui a perdu sa job à sac-clic, SAQ. Là. On n'a toujours pas vu personne perdre sa job de n'importe quel projet qui a été excédentaire dans ses coûts. Surtout, mettons, quand on parlait tantôt de fédéral avec Phoenix, moi, je n'ai pas connu aucun fonctionnaire, ni de haut fonctionnaire qui a perdu leur job. Ça n'a pas été un enjeu d'élection. T'sais. C'est des éléments comme ça que les gens poursuivent et continuent parce qu'ils se disent toujours, c'est pas grave, il nous arrive rien. Mais si le jour qui arrive quelque chose de grave, soit des amendes, tu sais, on l'a vu dans certains contrats de construction, si vous dépassez la date butoir, c'est X nombre de centaines de milliers de dollars par jour d'excédentaire. Fait que là, les contracteurs sont un peu plus réceptifs, disons, à respecter les échéanciers puis rentrer dans leurs argent. Fait que il faut ça, de demander à mettre dans les projets. Là. Il y a quand même plusieurs projets. Puis, Thomas Gerbet, là, chez Radio-Canada, en relatait. Puis tout à l'heure, il a publié une liste là, d'une quinzaine de ces projets-là. Si demain matin, là, on vous nommait ministre de la cybersécurité du numérique, je sais, on doit vous poser la question souvent, Steve Waterhouse, mais par quoi on commence pour faire du ménage dans tout ça? On commence par revoir encore une fois, l'idéologie corporative, dans le sens, sans dire le mot corporatif, c'est un service gouvernemental, mais à ce moment-là... La culture du ministère. Oui, puis il faut commencer par un ministère avant d'aller au gouvernement au complet. Là. Je l'ai vu de premier ordre, et c'est pas une chose facile, parce que j'en connais de mes anciens étudiants qui ont accédé au gouvernement, étaient contents, belle expérience de travail, ça paraît bien sur un CV en passant, mais en même temps, ils commencent à bas salaire, le salaire est vraiment pas compétitif sur le marché, et après ça, tous ceux qui sont là depuis une vingtaine d'années, eux autres sont déjà blasés. Puis là, ils contaminent les nouveaux qui rentrent. Alors, on n'a pas... la relève n'est pas prête. Et dans la façon de gérer, déjà, à l'enseignement universitaire, c'est déjà mal fait, dans le sens que c'est de la mauvaise façon de gérer le risque en 2025 qui est perpétué. Et là, vous avez un gestionnaire qui est en poste, puis qu'à ce moment-là, il applique des vieilles techniques, des vieilles façons de faire. Même les gens au cybersécurité numérique sont blasés. J'avais l'impression que c'était comme le ministère des jeunes cool, avant-gardistes, optimistes. Il y en a certains, mais c'est pas la majorité. Les collègues que j'avais au centre de cyberdéfense, eux autres, les plus dynamiques dans tout l'appareil, mais j'en ai d'autres où ils travaillent justement avec des systèmes de désuétude, là, puis ils savent que c'est un vieux système, il faut qu'ils entretiennent, puis
il pèle un peu en avant, disons. Fait que ça vient pas rendre dynamique trop le travail. Là. On se laisse sur cette question, moi, qui me taraude, parce que je constate effectivement, puis c'est quelque chose qui revient souvent, que, bon, la question du salaire, elle revient souvent, puis Dieu sait que dans le domaine privé, là, des très bons développeurs, ça coûte cher. Là. On parle des centaines de milliers de dollars dans certains cas. Je ne sais pas comme... Il y a une partie rationnelle de moi qui dit, ben oui, il faut attirer les meilleurs, puis il faudrait payer des salaires élevés. Puis en même temps, je ne sais pas comment on pourrait intégrer ça dans la fonction publique, d'avoir plein de monde qui gagne des salaires corrects. Puis là, tu as comme le jeune de 23 ans qui gagne 250 000 $. Est-ce que c'est une vue de l'esprit qu'on va un jour ajuster les salaires comme au marché dans le domaine de l'informatique? Présentement, l'attraction, il y a à peu près que le fonds de pension qui demeure un élément clé. Le salaire, il pourrait être jamais atteint au pair avec ce qu'il y a dans le privé pour ce côté-là, pour ce domaine du moins. Je veux dire, le salaire que j'avais... Le chiffre que je viens de dire vous choque pas. Là, je veux dire, dans le privé, non. Ouais, on voit des jeunes gagner à 200 000 $, des très bons mais pour développeurs. Ça, il faut qu'ils livrent. Pour ça, il y a quelque chose qui est produit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de poste à Québec où que ton salaire de base, c'est 200 000 $. C'est la position du PM. C'est ça, exact. Avant le salaire du premier ministre. Ouais, tu as le choix, tu te présentes en politique et tu vises le top. Ce que je veux dire, c'est donc ça fait en sorte qu'on attire surtout des juniors, puis après ça, ils quittent, puis souvent, ils vont au privé. Ou bien il continue, il évolue dans la fonction publique. Là. Fait que ça, c'est une bonne approche, mais cependant, tout augmente autour, mais la masse salariale, elle ne suit pas. Là. Fait que les gens, à ce moment-là, ils stagnent, effectivement, vont dans le privé, parce que là, à ce moment-là, ils peuvent en avoir pour leur argent. C'est un défi quand même difficile à surmonter, mais comme on l'a dit, c'est déjà que d'en parler puis de faire lumière sur ces affaires-là, je pense que ça nous rend tous et tous un peu plus intelligents puis un peu plus au courant là, de ce qui se passe. Je dis souvent, Francis, il faut arrêter de faire de la sécurité par de l'obscurité. Donc, il faut aérer ces problèmes-là. Puis après ça, il faut trouver des solutions ensemble pour que dans l'avenir, on soit plus compétitif. Parce qu'encore une fois, côté canadien, côté international, on est à la remorque des événements. On n'est plus des leaders. On n'est plus des développeurs qu'on est en avant. Pourtant, on est des industries de pointe d'IA. Puis j'entendais parler encore certains premiers ministres. Là, il y a une réunion pan-canadienne. Puis le Québec veut faire valoir ces investissements qu'ils font en aéronautique puis en intelligence artificielle. Si on continue de juste en parler puis de ne pas le prouver puis de l'amener sur le marché, ça ira pas loin. Là, puis on va se faire manger par la compétition. Steve Waterhouse, c'est un expert en cybersécurité. Merci beaucoup d'être venu en studio. Très apprécié. À bientôt.